Une explosion sur le Koursk déchire la soute à torpille, envoyant le sous-marin à propulsion nucléaire au fond de l'océan à une profondeur de 108 mètres dans la célèbre mer de Barents. Dans une course contre la montre, une coalition de professionnels du sauvetage lutte pour remonter le Koursk. Le mauvais temps arrivant, la fenêtre pour un sauvetage sûr se referme. Le 12 août 2000, lors d'un exercice en mer de Barents, le Koursk a été secoué par 2 explosions dévastatrices. La deuxième explosion a atteint 3,5 sur l'échelle de Richter, et leur conque a été causée par l'inflammation d'un propulseur au peroxyde d'hydrogène mal entretenu et détérioré dans l'une des torpilles de ce mouvement du sous-marin. Dans les jours suivants, des efforts ont été faits pour secourir l'équipage. J'ai réalisé une vidéo sur le naufrage et les tentatives de sauvetage pour atteindre le Koursk, que je vais mettre en lien ici. Dans les mois suivants, le Koursk reste au fond de l'océan, tandis qu'une équipe internationale s'organise pour le remonter. Le Koursk est un sous-marin nucléaire d'attaque russe de 24 000 tonnes, mesurant 115 mètres de long. L'épave du sous-marin contient 2 réacteurs nucléaires et 24 missiles, ainsi qu'un nombre inconnu de torpilles actives à la proue. Pour renflouer le Koursk, l'équipe de sauvetage doit faire face aux menaces d'armes non explosées, à un risque potentiel de radiation et à l'intégrité structurelle inconnue du sous-marin. Tout cela doit se dérouler dans l'une des mers les plus hostiles du monde, à la lisière de l'océan Arctique, à 250 km au large des côtes norvégiennes. La fenêtre pour renflouer le Koursk est limitée car les vents violents et les conditions glaciales de l'hiver rendront le travail impossible. La perte du Koursk est une tragédie nationale pour le peuple russe. C'est une humiliation pour le gouvernement russe et une catastrophe en termes d'image publique. C'est un revers politique majeur pour l'administration du président Vladimir Poutine. Lorsqu'un membre de la famille d'une des victimes le confronte, Poutine intervient rapidement et promet de remonter le Koursk. Sa promesse envoie un message d'espoir et de force aux familles de l'équipage. L'estimation initiale indique qu'une opération de sauvetage pourrait coûter 130 millions de dollars, mais la Russie juge qu'elle est nécessaire. Beaucoup de militaires estiment que le Koursk a sombré après une collision avec un autre sous-marin. La marine pense qu'il y avait un sous-marin britannique et 2 sous-marins américains qui surveillaient dès leurs exercices militaires. Lors de la première inspection, une bosse a été remarquée sur la proue de l'épave, probablement due à une collision selon la marine. Pour comprendre l'accident, ils doivent examiner l'épave en détail. Et le sous-marin repose dans une importante zone de pêche commune qui concerne d'autres pays. Éliminer toute menace environnementale apaiserait la communauté internationale. Ainsi, le gouvernement russe crée la fondation Koursk pour collecter des fonds afin de renflouer le Koursk et superviser leurs dépenses. La fondation obtient une subvention des Pays-Bas pour finaliser une étude sur le projet de renflouement. Les Pays-Bas ont une longue expérience du sauvetage maritime. L'étude propose un plan en plusieurs étapes pour renflouer le Koursk. Ils ont jugé que août était le meilleur moment pour remonter le Koursk. Le coût final est estimé à 70 millions de dollars américains. La préparation débute en février 2001 par une inspection, puis le nettoyage du Koursk commence en avril. En mai 2001, la société néerlandaise Mahmoud signe un contrat de 65 millions de dollars avec le gouvernement russe pour renflouer le Koursk. La date limite est fixée à septembre 2000, soit dans seulement 5 mois. Mahmoud est un leader mondial du levage et transport de charges lourdes. Après avoir signé le contrat, Mahmoud nomme Smith International, la principale société néerlandaise de sauvetage maritime, comme partenaire. La coentreprise crée la plus grande opération de sauvetage de l'histoire maritime jusqu'à cette date. L'opération est dangereuse en raison du risque de radiation provenant du réacteur et de la possible explosion de nombreuses de torpilles non explosées. Au fur et à mesure que la planification de l'opération de sauvetage progresse, l'équipe de sauvetage examine ses options pour soulever un objet aussi lourd. Normalement, lors d'une opération de sauvetage, l'objectif est de découper l'épave en morceaux plus petits et plus faciles à manipuler. Dans le cas du Koursk, la présence d'un nombre indéterminé de torpilles, de missiles balistiques et de 2 réacteurs nucléaires rend le découpage de l'épave trop risqué. Le sous-marin doit être remonté intact. L'opération de sauvetage est divisée en 3 phases. L'opération de plongée commerciale, le retrait de la proue puis le renflouement du Koursk.
En juin, l'équipe de sauvetage commence à personnaliser et à fabriquer les différents outils et équipements nécessaires à l'opération de sauvetage. Comme la proue du Kursk est gravement endommagée, l'équipe décide de la retirer car elle craint qu'elle ne devienne instable pendant le levage. Dans un atelier à Rotterdam, une équipe de fabricants commence à concevoir et à construire un outil de découpe spécialisé. À Amsterdam, une équipe d'ingénieurs étudie les différentes options pour relever le sous-marin. Ils peuvent utiliser des sacs de levage ou des vérins à câble. Soulever un objet long et lourd exige une tension équilibrée et répartie, sinon il peut se casser. Avec des sacs de levage, il sera difficile de contrôler leur flottabilité. Ils devront être synchronisés pour fonctionner. Une autre option est d'utiliser des câbles de levage ou de hissage. Cela nécessitera plusieurs câbles associés à des vérins à brin. Un vérin à brin est un système de levage doté d'une pince à câble et d'un vérin hydraulique séparé pour soulever le câble. C'est efficace pour tirer de lourdes charges depuis le dessus. Les câbles doivent être suffisamment solides pour supporter le poids du sous-marin et assez flexibles pour s'adapter à la tension variable causée par les vagues qui passent au-dessus. Les vérins à câble doivent être synchronisés pendant la procédure de levage. Cela se fait en automatisant le processus de levage à l'aide d'un ordinateur qui contrôle les vérins à câble. Enfin, ils auront besoin d'une barge plus grande que le sous-marin. Elle servira de plateforme de surface et de transporteur pour amener le sous-marin en cale sèche. L'équipe de sauvetage décide d'utiliser la barge Géant 4 en juillet. Géant 4 commence un programme de réaménagement. Elle pèse 24 000 tonnes et mesure 137 mètres de long. Elle sert à transporter des objets lourds pour l'industrie pétrolière. Un total de 3 000 tonnes d'équipements sur mesure est conçu, fabriqué et installé pour le projet. Parce que l'équipe de sauvetage n'a qu'une seule occasion de relever le Kursk, chaque partie de l'opération est testée de manière approfondie. Tout, de l'outil de découpe spécialisé aux vérins à câble et aux pinces qu'il prévoit alors de fixer à la coque du sous-marin, est testé minutieusement. Rien n'est laissé au hasard. L'équipe va même jusqu'à écrire un programme pour automatiser leur système de levage. Et il crée un modèle informatique pour simuler l'ensemble du processus de sauvetage et former les opérateurs à réagir face à des situations imprévues. Le 16 juillet, le navire de soutien de plongée Mayo commence la première phase de l'opération. C'est un navire de 82 mètres de long, avec un équipage tournant de 12 plongeurs et 70 membres du personnel de soutien. Il est équipé d'un système de plongée en saturation qui permet aux plongeurs de passer un maximum de temps sous l'eau. Ils passent qu'avec 4 semaines dans un petit cylindre en acier, leur corps pressurisé à la profondeur du sous-marin sur le fond marin. La chambre de vie est reliée à un scaphandre ascenseur, ce qui permet aux plongeurs de passer des quartiers d'habitation du navire à la cloche de plongée qui descend jusqu'au sous-marin, tout en maintenant la même pression que celle de la profondeur du sous-marin. Les 12 plongeurs travaillant par équipe de 6 heures, 3 plongeurs descendent dans la cloche, 2 plongeurs travaillent en permanence dans l'eau, tandis qu'un autre les surveille depuis la cloche. Lors de la plongée, une longe relie les plongeurs à la cloche. La longe ou ombilicale est le système de survie du plongeur sous l'eau. Elle fournit aux plongeurs le gaz respiratoire, les communications et de l'eau chaude. L'eau chaude sert à chauffer la combinaison du plongeur car la température de la mer est à peine au-dessus de 0. Pour la sécurité du plongeur, le maillot doit rester strictement au-dessus du sous-marin. Cela se fait avec un Dynamic Positioning System contrôlé par ordinateur qui maintient automatiquement la position et l'orientation du navire via Global Positioning System et balises de localisation. Une barge avec l'équipement de découpe quitte le port de Rotterdam. Elle se dirige vers le port norvégien de Kirkenes où l'équipement de découpe est testé dans des eaux calmes. Ensuite, elle attend que la première phase soit terminée avant de se rendre sur le site de récupération. Le 22 juillet, les plongeurs préparent le site, surveillent et inspectent la zone de récupération. Les plongeurs évaluent l'épave pour localiser tous les dangers sous-marins qui pourraient en freiner l'opération de récupération. Ils notent l'emplacement exact des torpilles et des missiles et identifient les objets pouvant être retirés du sous-marin pour alléger la charge. Et ils vérifient fréquemment s'il y a des fuites de radiation. Les plongeurs cherchent également le meilleur endroit pour découper la proue et en marquent l'emplacement. Ils marquent ensuite les emplacements de 26 trous à découper dans la coque du sous-marin pour y fixer les câbles de levage. Les 26 trous doivent être placés dans la zone la plus solide de la coque pour supporter la tension du levage.
Une fois les travaux de surveillance et d'inspection terminés, les plongeurs passent au nettoyage et à la préparation du site. Ils commencent à enlever les débris, aussi bien les petits que les gros objets, ainsi que la vase qui pourrait ralentir les opérations de renflouement. Les plongeurs retirent autant tous les torpilles et missiles du sous-marin qui gênent et pourraient en représenter une menace immédiate. Une surveillance continue des fuites radioactives est assurée durant tout le processus. C'est une tâche lente, laborieuse et dangereuse. Une fois les dangers sous-marins écartés, les plongeurs découpent les 26 trous dans la coque. Les plongeurs découpent les trous avec un jet d'eau abrasif. L'eau et les grains abrasifs découpent la coque en acier du Kursk comme un laser. Après avoir percé chaque trou, un anneau est fixé pour permettre l'insertion d'une pince à câble lors du levage. On estime que la première phase prendra 1 mois. En août, l'un des plus grands chantiers navals de Russie, le chantier naval Sevmas, commence à construire 2 pontons de la taille d'un petit navire. Le 14 août, après 4 longues semaines, seulement 11 des 26 trous ont été découpés dans le sous-marin. Découper la coque s'avère être une opération difficile. La coque est recouverte de 15 cm de caoutchouc, ce qui réduit le bruit émis par le sous-marin. Et le système de jet d'eau abrasif a du mal à découper cette couche extérieure. Cela retarde l'équipe, qui aurait déjà dû terminer cette partie du projet. L'hiver n'est plus qu'à 1 mois. Le 21 août, la première tempête hivernale approche. Toutes les opérations sont arrêtées. L'équipe de récupération s'inquiète car le temps sera encore pire en septembre. Après 3 jours de temps rude et froid, le travail reprend sur l'épave du sous-marin. L'équipe de récupération admet maintenant officiellement que des problèmes techniques ont retardé l'opération de levage d'1 semaine. Les plongeurs travaillent à un rythme effréné pour rattraper le temps perdu. Grâce à des efforts accrus, 10 trous sont découpés en 2 jours seulement. Le 28 août, les plongeurs découpent le dernier des 26 trous. La première phase est terminée et le navire de sauvetage est mobilisé. L'équipe de sauvetage passe à la phase suivante du plan et la barge avec l'équipement de découpe quitte Kirkins. À Amsterdam, à 1300 milles nautiques de là, le Giant 4 prend la mer. Remorqué à seulement 4,3 nœuds, il faudra 2 semaines au Giant 4 pour atteindre la zone de sauvetage du Kursk. Le 30 août, l'équipement de découpe conçu pour sectionner l'étrave broyée du Kursk arrive sur place. La barge se positionne au-dessus du sous-marin et abaisse l'équipement de découpe jusqu'au fond marin pour que les plongeurs puissent l'installer. L'équipement de découpe possède 2 ancres d'aspiration avec un mécanisme de découpe hydraulique monté sur le dessus et un fil abrasif en carbure de tungstène haute résistance. Il agit comme une lame de scie suffisamment longue pour couvrir la section transversale de la proue du sous-marin. Au fond de la mer, les plongeurs placent les 2 ancres d'aspiration de chaque côté de la proue. Une fois en place, les 2 ancres de 40 tonnes s'enfoncent dans le fond marin. Les ancres fixent l'équipement de découpe au fond marin et maintiennent le mécanisme hydraulique en place. Ensuite, la scie à fil est soigneusement fixée à chaque extrémité du mécanisme hydraulique. La scie à fil doit être positionnée précisément pour éviter tout impact explosif avec les missiles avant ou les torpilles de la proue endommagée du sous-marin. Le mécanisme de coupe hydraulique maintient la tension sur la scie à fil en pressurisant et en dépressurisant les vérins hydrauliques. Cela déplace la scie qui coupe à travers l'épaisse proue en acier du sous-marin. La découpe de la proue devrait durer 10 jours. Le 4 septembre, la découpe de la proue du Kursk débute. Découper 25% de la proue prend un peu plus d'1 heure. Puis, après 2 heures, la scie s'arrête soudainement lorsque le câble se détache des ancrages. Les plongeurs travaillent frénétiquement jour et nuit pour rattacher la scie à câble. Cela leur prend 2 jours entiers. Le travail avance, ils découpent vite 80% du chemin. Alors qu'il reste 20% de la coque du Kursk à découper, la scie s'enfonce dans le fond et casse, causant encore 3 jours de retard. Entre-temps, le Giant 4 termine son voyage de 1300 milles nautiques et arrive au port norvégien de Kirkins. Comme la proue n'a toujours pas été retirée, il reçoit l'ordre d'attendre et de ne pas avancer. Le 14 septembre, le dernier centimètre restant de la coque du Kursk est découpé et la proue est détachée. Le 26 septembre, le Giant 4 arrive et jette l'ancre au-dessus du Kursk pour commencer la dernière phase de l'opération.
La saison estivale est terminée et l'équipe de sauvetage est à la merci de la météo. La saison hivernale dans la mer de Barents va de mi-septembre à mars. En hiver, les chances de réussir un sauvetage sont quasi nulles à cause de la météo difficile en mer de Barents. Le Giant 4 est télémanœuvré pour se placer directement, au-dessus et parallèlement au sous-marin, où il est maintenu en position par un système d'amarrage à 8 points. La barge a été équipée de 26 vérins à câble pour soulever le sous-marin. Chaque vérin à câble comprend un vérin hydraulique, un compensateur de houle pneumatique, un tambour et des câbles terminés par une pince en acier. Chaque vérin à câble peut supporter un poids de 900 tonnes. Le compensateur maintient la tension sur les câbles de levage et compense l'effet des vagues passant sous la coque. Le compensateur ressemble à la suspension d'une voiture. Il possède un cylindre de gaz d'azote qui équilibre l'action des vagues jusqu'à 2,5 mètres de hauteur sans affecter les unités de levage. Comme les 26 vérins à câble sont contrôlés par ordinateur, le programme synchronise l'action de levage sur chaque vérin à câble. Alors que l'équipe de sauvetage va déployer les câbles des vérins, la pire tempête de la saison frappe la mer de Barents. Ancré au-dessus du site de sauvetage, le Giant 4 risque d'affronter la tempête de flanc, mettant la barge en danger, voire même de la faire couler. Mais quitter le site pour chercher un abri retardera encore davantage l'opération de levage. Un tel retard pourrait entraîner l'annulation de l'opération. Après avoir pesé leurs options, l'équipe de sauvetage décide de tenir bon pendant la tempête. Des ordres sont donnés pour sécuriser la barge et préparer l'impact. Pendant 2 jours, de violents vents et de grosses vagues frappent un Giant 4. Après une attente anxieuse, le temps s'améliore, la mer se calme et l'opération de levage reprend. Ils auront besoin d'au moins 4 jours de mer calme pour réussir. À Mourmansk, le chef de projet Frans van Sommerin est inquiet car les prévisions pour les jours suivants ne sont pas bonnes. Le vent nord-est entraînera une forte houle avec des vagues dépassant 2,5 mètres sans... Il craint que les compensateurs de houle ne puissent pas gérer une houle aussi importante. Avec l'arrivée du temps hivernal, cela tend à devenir la norme, rendant la poursuite impossible. Malgré ces inquiétudes, l'équipe de sauvetage est allée trop loin pour abandonner maintenant. Heureusement, une opportunité surgit et la mer s'apaise. Des ordres sont immédiatement donnés pour poursuivre l'opération. L'équipe fait passer des câbles de guidage dans des trous découpés dans la coque de la barge G en 4. Chaque câble sert à guider une pince fabriquée sur mesure pour s'adapter à chacun des 26 trous découpés dans le Kursk. La pince agit comme un lourd bouchon en acier qui se fixe à l'extrémité du câble de levage. Les plongeurs dirigent bord la pince vers le trou en la passant par l'anneau de guidage installé plus tôt. Une fois que les pinces en plus tôt sont à l'intérieur de la coque, elles sont contrôlées hydrauliquement pour s'étendre et se verrouiller en position. La procédure est répétée jusqu'à ce que les 26 câbles de levage soient fixés au sous-marin. Après 4 longs mois, toutes les pièces complexes de l'opération sont enfin en place. Mais le chef de projet Frans van Sommerin est toujours préoccupé. Les Strandjacks ne peuvent compenser que des vagues allant jusqu'à 2,5 mètres sous. Si les vagues deviennent plus hautes, le Kursk sera déconnecté et la levée annulée. 14 mois après l'incident, le 8 octobre à 03h30 par une mer calme et dans l'air mordant de l'Arctique, l'ordre est donné de commencer la levée. Il faudra environ 10 heures pour que le sous-marin remonte à la surface. Une fois les plongeurs évacués, l'opération de levage débute. Grâce à une série de tractions et de tirages, Kursk est libéré du fond argileux de la mer et remonte lentement à travers l'eau de mer. Même avec un poids réduit à 9000 tonnes, Kursk reste l'objet le plus lourd jamais soulevé du fond de l'océan. Le sous-marin est trop lourd pour être hissé sur le pont, il est donc maintenu sous la barge et reste immergé. Des supports en bois courbés, adaptés à la coque du Kursk, sont ajoutés pour fixer le sous-marin sous la coque du Giant 4. Le Giant 4 a été profondément modifié pour transporter le sous-marin. Un trou a été découpé dans la coque du Giant 4 pour insérer la tour de commandement du Kursk et empêcher le sous-marin de rouler. À 19h30, l'équipe de sauvetage sécurise le sous-marin qui s'adapte parfaitement sous la coque du Giant 4.
Plus d'un an après la perte catastrophique, le Kursk et les corps des 103 membres d'équipage, encore piégés dans le sous-marin, sont enfin libérés de leur tombe aquatique. Le 10 octobre, après 2 jours de voyage, le Giant 4 et sa cargaison atteignent la cale sèche. Le tirant d'eau du Giant 4 portant le Kursk en dessous est plus profond que le fond de la cale sèche, rendant la cale sèche trop peu profonde. Le Kursk devra être soulevé une dernière fois. Les 2 pontons construits au chantier naval Sevmas arrivent maintenant à Mourmansk. Placés de chaque côté de la barge et remplis d'eau, ils coulent assez pour être positionnés sous la coque du Giant 4. De l'air est injecté dans les pontons. En se gonflant d'air, ils offrent assez de flottabilité pour soulever la coque de 6 mètres permettant à la barge et au sous-marin d'entrer dans la cale sèche peu profonde. 11 jours plus tard, le 21 octobre, la marine russe a terminé l'amarrage et a fait entrer le Giant 4 dans la cale sèche. Des experts de la marine russe ont passé des mois à examiner le sous-marin pour comprendre les causes de son naufrage. Ils trouvent en des parties de l'avant du sous-marin profondément incrustées dans sa section centrale. Preuve d'une explosion massive de torpilles. Les experts estiment qu'une explosion équivalente à 5 tonnes de trinitrotoluène a déchiré la coque du Kursk. Ils ne trouvent aucune preuve suggérant que l'explosion ait été causée par une collision. Le Kursk a été démantelé pour $1 million. Un fonds de sécurité nucléaire du Congrès des États-Unis a financé sa destruction. Les Russes n'ont pas remonté la proue depuis le fond marin. La possibilité qu'elle contienne des torpilles non explosées rendait cela trop risqué. La marine russe a détruit ce qui restait de la proue sur le fond marin en la faisant exploser avec des explosifs. Certaines personnes avancent la théorie que la Russie aurait voulu empêcher les pays étrangers d'accéder aux débris, qui avaient été classés secret d'État. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le naufrage et le sauvetage du Kursk, je laisse un lien ici.